Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech, sur Bismart, pardon, et ici on parle d'innovation et de société numérique. Et puis on donne son opinion sur cette société numérique, notamment avec Tariq Krim, entrepreneur et fondateur de codesouverain.fr. Bonjour Tariq, merci beaucoup d'être avec nous et restez avec moi en plateau également Flavio Restelli, consultant chez Blockchain Partners de KPMG. Je ne suis pas sûre qu'on ait le temps de réagir ensemble, mais je vous garde pour le sujet métavers après. Tariq, je voulais qu'on revienne ensemble sur ces annonces quant à la souveraineté numérique. On a l'impression que là, d'un seul coup, le gouvernement, je fais référence au déplacement de Bruno Le Maire, Thierry Breton et Jean-Noël Barrot pour l'inauguration d'un nouveau data center OVH Cloud à Strasbourg la semaine dernière. On a l'impression que d'un seul coup, le gouvernement porte la voix de la souveraineté numérique, mais en faveur aussi de l'écosystème français. Oui, ça c'est la nouveauté, hein. C'est un peu une sorte... Vous applaudissez ? Oui, ce qui est drôle, c'est qu'en écoutant comme vous le savez, j'ai écrit un petit livre l'année dernière, Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre, et j'avais fait quelques propositions. Je les ai retrouvées dans le discours de Bruno Le Maire. Alors, c'est un coup de théâtre, hein. Ça montre déjà probablement que le précédent ministre avait vraiment du numérique, avait un tropisme très fort sur les GAFAM, ce qui a probablement empêché d'avoir ce type de réflexion, mais aujourd'hui, c'est clair que c'est plutôt une bonne nouvelle et ça montre aussi que l'on ne peut pas faire le numérique français sans les acteurs du numérique français. Et ce n'est pas juste des mots, puisque là, il y a vraiment un fonds de 2,5 millions d'euros qui sera dégagé pour les PME qui souhaitent obtenir le label Cloud de confiance. Alors oui, l'un des sujets, hein, c'est l'un des griefs de la souveraineté, c'est qu'on a mis en place un système de normes qui sont très complexes, qui marche toujours pour les grandes plateformes. On se rappelle avec la RGPD, le RGPD, le règlement européen des données, les GAFAM étaient prêts le jour J. Pour les petites entreprises, c'était beaucoup plus dur parce qu'il y a de la normalisation et les ingénieurs n'ont pas envie de passer beaucoup de temps à faire ça. Et donc ça pose un vrai sujet. C'est que certains acteurs pensaient que le fameux label Secnum Cloud était un outil pour exclure les plus petits et donc favoriser les gros. Désormais, le gouvernement essaye de corriger le tir en proposant une aide financière. Donc sur ce cloud de confiance, aujourd'hui, on est dans la bonne direction selon vous, Tariq ? Alors, ce qui est curieux, justement, c'est que Bruno Le Maire n'a pas parlé, ou très peu parlé du cloud de confiance. Il faut rappeler que le cloud de confiance, c'est cette idée, c'est un peu la franchise. Si aujourd'hui la France aimait les tacos et que je voulais importer la franchise Taco Bell, eh bien j'achèterais la licence, les magasins, il y a rien, le catalogue de toutes les règles à avoir pour faire les tacos de Taco Bell. Pour ne citer que, on remplace Taco Bell par Google Cloud ou par Microsoft Azure, et c'est un peu ce qui se passe. Donc on a permis la mise en place de franchises avec d'un côté Google avec Thales et de l'autre côté Capgemini, Orange et Microsoft. Le problème, c'est que ce cloud de confiance, qui devait donc nous apporter une forme d'immunité à ce qu'on appelle l'extraterritorialité du droit, donc c'est le fait que le droit américain s'applique dans le cloud, a été démonté récemment par un cabinet d'avocats hollandais qui a été missionné par le gouvernement hollandais, qui dit d'une certaine manière, si vous utilisez des plateformes, quelles qu'elles soient, vous êtes soumis au Cloud Act. Ce qui d'ailleurs pose une vraie question, c'est que à la fois le cloud de confiance, me dit-on, est un peu en retard, il y a un retard à l'allumage, parce que c'est quand même compliqué de mettre en œuvre comme on dit, from scratch, toute une solution aussi importante. Mais aussi, si les deux sont soumis au Cloud Act, peut-être qu'il vaut mieux choisir l'original plutôt que la copie. Et donc, ça se posera la question, effectivement, de savoir comment on organise tout ça. Ça a l'air un peu compliqué pour l'instant. Ça a l'air compliqué. Donc, il n'y a pas eu de remise en cause pour l'instant, par exemple, des alliances sens ou bleu qui intègrent donc, des acteurs américains puissants. Mais il y a l'engagement à réfléchir à des critères qui permettraient justement de se préserver de cette extraterritorialité des données. Peut-être que ça se joue justement sur la manière dont on qualifie ce qui est une donnée sensible. Visiblement, c'est là-dessus aussi que le gouvernement souhaite travailler. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'on est en train de reprendre entièrement la problématique de la souveraineté. Je pense que la guerre en Ukraine a réouvert la question, la crise énergétique, de l'approvisionnement en ressources. Comme je le dis souvent, le cloud américain, c'est un peu le gaz de Poutine de l'innovation française, c'est-à-dire qu'on fait tourner les serveurs, les données des acteurs sur des machines dont le prix peut et va exploser, puisque pénurie d'eau, pénurie d'énergie,
pénurie de puces, en fait, tous les éléments, ça se pose d'ailleurs également pour le métaverse, pour la crypto, tout le monde a besoin des mêmes ressources et ces ressources explosent en termes de prix et donc il va y avoir une répercussion. C'est pour ça que vous parliez d'ailleurs ici même de passer de la Startup Nation à l'infrastructure nation. Oui, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est de préparer aussi le coup d'après. C'est qu'aujourd'hui, on travaille exclusivement sur une stack de logiciels américaine et on a en Europe, la totalité des technologies existent. Ce qu'on n'a pas fait, c'est mettre en place une politique cohérente pour organiser l'ensemble de ces briques et créer ce que j'appelle souvent la stack d'émancipation. Donc, s'émanciper par le logiciel, par le hardware, par le matériel, par le edge computing, toutes ces nouvelles technologies, d'une dépendance totale. Et je crois que le gouvernement a pris conscience de ça. Maintenant, la question, et je pense que visiblement, Jean-Noël Barrot, en plus, aurait rencontré l'ensemble des acteurs. C'est ce qui se dit, effectivement. Je pense qu'il y a vraiment un changement de ton, parce qu'il y a aussi une urgence. Il y a aussi une urgence écologique, parce qu'il va falloir construire des choses, des services qui consomment beaucoup moins. Et c'est vrai qu'en Europe, on est quand même leader des data centers écologiques par rapport aux États-Unis. Le edge computing va être beaucoup plus local, va permettre une meilleure utilisation des ressources. Reste encore la question du financement, parce que comme on le sait aujourd'hui, tout le modèle de la Startup Nation, c'était de financer facilement des startups. Aujourd'hui, il va falloir financer les consortiums de technologies et ne pas les laisser, ce qui est malheureusement aujourd'hui le cas. C'est la question d'ouvrir le carnet de commandes aussi. Le carnet de commandes. Et puis éviter, vous savez, ces fameux contrats européens, c'est ce qu'on appelle les AMI, donc ces dossiers d'investissement qui durent des années et qui font que c'est quasiment impossible de pouvoir répondre et avoir de l'argent rapidement. Merci beaucoup, Tariq Krim, pour votre regard sur ces questions de la souveraineté et comment le numérique est une question politique. Vous restez avec nous, on part pour Où va le web ?